ce qu'on appelle aussi les rifts continentaux. Est-ce que quelqu'un a besoin qu'on revienne là-dessus avec cette notion de sédiments pré-rift, anté-rift, excusez-moi, sin-rift et post-rift? Personne? Donc c'est clair. Donc sur cette notion-là, en fait, ce qui est vraiment important, c'est ces sédiments sin-rift qui vont être en éventail, qui sont ici en jaune, sous forme d'éventail, et ici sur ce schéma en vert, tout simplement parce qu'à cause du jeu progressif des failles normales, eh ben, vous créez plus d'espace disponible pour le sédiment contre finalement le miroir de faille, le plan de faille, que plus loin. Et du coup, vous obtenez cette organisation caractéristique. Le bassin molastique, ce qu'on appelle aussi le bassin d'avant-pays, c'est un bassin flexural dû tout simplement au relief. C'est-à-dire que vous formez une chaîne de montagnes grâce à des chevauchements. Et du coup, la plaque, une des plaques, la plaque qui est à l'avant, eh ben, elle va flexurer, elle va donner du coup elle va se plier et donner un bassin dans lequel vont s'accumuler du coup les produits d'érosion de la chaîne de montagne. On obtiendra du coup, vous verrez l'année prochaine, des molasses. Et dans les deux cas, en fin de compte, bah, c'est des bassins qui sont dont le fond est constitué en fait de croûte continentale. Donc, ils vont pouvoir, bien sûr, s'il y a des sédiments qui se sont déposés, c'est que, bah, à un moment donné, il y a eu de l'eau, puisque les sédiments se déposent dans l'eau. Et bah, du coup, on obtient ce qu'on appelle des mers épicontinentales et non pas des océans, puisque un océan, c'est formé de croûte océanique, enfin de lithosphère océanique au fond. Les varves, est-ce qu'il y a besoin de revenir sur les varves? Des dépôts avec une séquence qui se répète et en fin de compte, ce motif de base correspond tout simplement à une année. Donc le lac, c'est un milieu qui est extrêmement calme et du coup, on va déposer vraiment les particules les plus fines, donc celles qui font moins de 2 micromètres, les argiles, et celles qui font entre 2 micromètres et 62,5 micromètres, les siltes. Et en fait, au moment du printemps, lors de la fonte des glaces, eh ben, on a une dynamique. En fait, il y a un petit peu plus d'eau qui arrive dans le lac, et du coup, c'est un milieu qui est un petit peu plus agité. Et donc, du coup, on ne peut pas déposer les argiles, donc on va déposer que les siltes qui vont arriver. Et par contre, les argiles vont véritablement décanter le reste de l'année et se déposer du coup au fond du lac. Donc, quand bah, du coup le milieu sera un petit peu moins énergétique. Et on recommence l'année suivante et on obtient ces dépôts. Donc, on voit bien qu'on a une progression de couleur claire vers du couleur foncée. Ça correspond tout simplement à un dépôt qui va être de plus en plus riche en argile, tout simplement parce que le milieu sera devenu extrêmement calme et du coup, les plus petites particules pourront finalement se déposer. Sinon, elles sont constamment mises en agitation et ne peuvent pas se déposer du coup au moment du printemps. Est-ce qu'il y a des questions du coup sur ces lacs, sur ces dépôts lacustres, qui est du coup un milieu de sédimentation continentale? Dernier milieu de sédimentation continentale, bah, c'est les embouchures des fleuves, où vous êtes bah, justement à la limite entre le milieu marin et le milieu continental au sens des géographes du terme, c'est-à-dire les terres émergées. Et bah, du coup, les fleuves vont se jeter dans la mer selon deux grandes géomorphologies possibles, soit les deltas, soit les estuaires. Alors, les estuaires, je vais régler le compte des estuaires rapidement. C'est l'exemple de l'estuaire de la Loire. Donc, vous voyez bien que le fleuve ici, la Loire, devient de plus en plus élargi. Et en fait, pourquoi il ne se forme pas de delta ici? Tout simplement parce que pour deux raisons, en fait, il y a deux raisons essentielles. Soit la charge particulière est moins importante, et peu importante, soit on a une influence maritime qui est très importante. Autrement dit, on a les vagues, on a les marées,
hein, on a des courants marins qui emportent du coup les particules et les emmènent du coup au large. Et donc du coup, comme on dépose pas les sédiments à l'embouchure, eh ben, on ne forme pas du coup de delta. Hein, donc quand on a un estuaire, c'est généralement une zone, enfin c'est que le fleuve se jette au niveau d'une côte où il y a vraiment une très forte affluence maritime, hein, donc par la houle, hein, la houle ce sont les vagues, par les, comment, les marées, hein, des marées importantes, ou par des courants marins. Alors, si vous réfléchissez, par exemple, la Loire, elle se jette dans l'Atlantique, qui a du coup un dynamisme, hein, c'est un océan avec des courants, avec un dynamisme beaucoup plus fort que, par exemple, pour le Rhône, qui se jette dans la mer Méditerranée, qui est très calme, hein, il n'y a pas beaucoup de marées, hein, il n'y a pas… il y a des vagues, mais qui ne sont pas forcément très importantes, pas aussi importantes. Les courants marins sont plus faibles. Et donc, du coup, les sédiments vont pouvoir se déposer du coup à l'embouchure et former du coup un delta. Ce n'est pas le cas du coup de la Loire. Et d'ailleurs, la Loire, vous pouvez vraiment voir qu'elle est vraiment influencée par l'océan parce que si vous allez à Nantes, qui est vraiment pas du tout à l'embouchure, hein, mais plus à l'intérieur des terres, et quand vous êtes sur les ponts de la Loire, vous voyez parfois la rivière monter, hein, chaque jour, vous allez la voir monter et descendre, tout simplement en fonction des marées. Hein, donc ça veut dire que même, je ne sais plus combien il y a de kilomètres entre Saint-Nazaire qui est à l'embouchure et Nantes, peut-être que Margot qui est nantaise ou les Margot qui sont nantaises pourraient me le dire, hein, mais il doit y avoir au moins 50 kilomètres et pourtant on ressent du coup les effets de marée même à Nantes. Donc voilà. Le delta, lui, au contraire, par exemple, là, le delta de la Léna, on a le fleuve qui arrive ici, et puis il a déposé énormément de sédiments, donc du coup, il va créer des ramifications du cours d'eau, hein, très ramifiées, très anastomosées, et ça forme du coup une sorte de dépôt comme ça, un peu en éventail, hein, à l'embouchure. Hein. Donc ça, c'est le delta. Et quand on regarde ce delta, on va distinguer différentes zones dans ce delta. Hein. La plaine deltaïque, le front du delta et puis le pro-delta. Hein. En fait, ça va correspondre. Alors, la plaine deltaïque, c'est la partie du delta qui est tout le temps émergée, hein, qui n'est pas du coup sous l'eau. Hein. Donc, c'est des terres sur lesquelles on peut marcher, entre guillemets, hein, dans lesquelles certains qui était méandriforme, qui correspond bien, puisqu'on est dans la portion distale, loin du Rhône. Donc, on est dans la plaine, donc ça serpente. Et puis, on voit bien ici que le chenal se ramifie. Hein. Parfois, il y a des bras morts. Et du coup, on obtient du coup la plaine deltaïque. Hein. Dans cette plaine deltaïque, on va déposer essentiellement des sables ici, hein, dans cette zone-là. Donc, tout ça, voilà, ici, c'est sur cette photographie-là, c'est toute la plaine deltaïque qui est du coup au-dessus du niveau marin. Hein. Donc, ce seront plus sous le niveau marin qu'on va avoir du coup le front du delta et le pro-delta. Alors, ici, le front du delta et le pro-delta, ils sont sous le niveau marin et ils sont associés à des dépôts encore de sable, voire de silt. Hein, donc, ça veut dire des dépôts un petit peu plus, des sables fins, alors que dans la plaine deltaïque, ce seront plutôt des sables grossiers. Et là, on a plutôt des sables fins et des silts. Et enfin, dans le pro-delta, on va avoir des silts et des argiles. Donc, en gros, plus on s'éloigne du coup du fleuve, plus on va vers la mer, et plus on va rencontrer une sédimentation fine, un granoclassement décroissant. Donc pour vous repositionner, je vais prendre une diapositive pour vous. Voilà. Donc ici, regardez, je vous redis du coup ce qu'on avait vu en fait sur une marge passive. Hein, je vous rappelle, là on aurait le continent. Et le continent en fait, il est formé d'une plaine et cette plaine, elle se poursuit en fait sous la mer. C'est ce qu'on appelle le plateau continental. Hein. Et puis après, on va avoir une très forte rupture de pente, hein, qu'on appelle le talus ou le glacis. Les deux forment ce qu'on appelle la pente. Hein. Souvent, on parle du talus. Hein. On regroupe toute cette zone en disant c'est le talus. Et puis après, on est dans les plaines abyssales.
donc on est à 5000 mètres de profondeur, alors que le plateau continental, on a été enfin, on va jusqu'à 200 mètres de profondeur. Et là, je vous avais dit qu'au niveau du talus, en fait, on a la transition ici. Là, je suis en coupe. Là, j'aurai la croûte continentale. Et ici, j'ai la croûte océanique. Donc là, je passe d'une lithosphère continentale à une lithosphère océanique de façon progressive. Ça veut dire que je fais partie de la même plaque tectonique. Donc, mon delta, il va être posé là. Il va être posé ici, dans cette zone-là, dans la partie proximale de la plateforme, du plateau continental. Et du coup, si je reviens un petit peu en arrière, là, en fin de compte, ce qui a été marqué en blanc, c'est la plateforme continentale, d'accord? Et vous avez du coup le delta qui est posé ici, et en fait qui est posé en couches successives, c'est-à-dire que au fur et à mesure que le fleuve qui contient une forte charge particulière, donc beaucoup de sédiments, va déposer des couches successives qui vont comme ça s'avancer sur le plateau continental, on dit progradé. Donc ici, là-haut, vous êtes en partie émergée, c'est la partie émergée du delta, donc vous êtes sur la plaine deltaïque qui va être constituée de sable, de sable grossier. Puis ensuite, vous allez avoir la partie justement ici du coup du front du delta, et puis après vous aurez la dernière partie, c'est-à-dire la partie pro-delta. Donc là au niveau du front du delta, vous aurez des sables plus fins et des siltes, et puis enfin au niveau du pro-delta, jusqu'ici, vous aurez des siltes et des argiles, puis à la fin que des argiles. Et du coup, ça veut dire que là, la surface que je suis en train de montrer ici, c'est une surface sur laquelle se déposent les sédiments actuels. C'est-à-dire ici des sables grossiers, des sables plus fins, des siltes, excusez-moi, des sables plus fins, des siltes, des argiles et puis que des argiles. Donc en fait, un granoclassement qui va décroissant en allant vers la mer, puisque il faut, ce qui est source d'agitation, c'est ici le fleuve, puisqu'on est dans un environnement où on a une forte charge particulière et peu de dynamisme marin. On n'a pas de forte marée, on n'a pas de fort courant, on n'a pas de forte houle, c'est-à-dire de vagues. Donc du coup, plus je vais m'éloigner du coup du fleuve, et plus mon milieu est calme, et plus je vais pouvoir déposer, décanter les particules les plus fines comme les argiles. Donc, ça veut dire que si je fais un forage à ce niveau-là, par exemple, toc ici, je vais tomber sur d'abord des sables qui vont être très grossiers, qui correspondent du coup au sable fluviatile où il y a les chenaux du fleuve qui sont très ramifiés, c'est-à-dire toutes ces zones-là où on a les chenaux qui se ramifient, donc avec des sables grossiers. Puis après, je vais tomber dans la partie ici qui a été marquée du coup en orange. Donc, je vais tomber sur des transitions entre des sables et des siltes. Et puis, si je continue, je vais tomber ensuite sur des siltes puis des argiles. Et enfin, si je vais tout au fond ici, je vais tomber sur les argiles du prodelta qui sont ici. Donc, j'ai effectivement du haut vers le bas, j'ai une sorte de granoclassement avec du coup des sables grossiers, voire même des galets, puis des sables plus fins, puis des siltes, puis des argiles. Et puis tout à la fin, je suis sur les argiles maritimes, c'est-à-dire celles qui se déposaient avant que le delta arrive dans la zone. Est-ce qu'il y a des questions sur ce log? Est-ce que vous avez compris l'organisation d'un delta et sa dynamique? C'est bon? Très bien. Alors, du coup, aujourd'hui, on va terminer du coup les milieux de sédimentation détritiques. On va parler des milieux de sédimentation maintenant océaniques. Donc, on est passé dans l'océan, alors que là, pour l'instant, on était dans les continents ou à la transition entre les continents et les océans avec nos estuaires et nos deltas. Donc, le milieu marin, il va se subdiviser en différentes zones. Et d'abord, nous, on va voir vraiment, on va d'abord parler dans le petit 1 des milieux littoraux. Donc, les milieux littoraux, ce sont les milieux océaniques qui sont les plus proches
du continent, le littoral, et on va distinguer trois zones, ce qu'on appelle le backshore. Un back, c'est à l'arrière, donc l'arrière-plage, le plage et l'estran en français, et le shore face qui est l'avant-plage. Il vous donc ici, vous avez le niveau. Vous êtes sur le continent émergé, d'accord? Et ici, en fait, vous continuez du coup la plaine. Donc ici, vous êtes sur le plateau continental. On n'est pas, c'est pas du tout le talus ici. Le talus est beaucoup plus loin. Donc là, c'est le plateau continental. Tout ça, c'est une pente qui est extrêmement faible normalement. Ici, du coup, vous avez la zone où on peut poser sa serviette. Autrement dit, vous êtes sur la plage. Et en fait, la plage, elle va être selon les marées. Donc, quand la marée est montante, on parle de marée de pleine eau, à la fin, on parlera du coup de la haute mer. Et au contraire, quand vous êtes en marée descendante, vous aurez la basse mer. La basse mer. Donc, HMM, c'est la haute mer moyenne et basse mer moyenne. Parce que vous savez bien que, il y a des coefficients et que si on est dans un coefficient de 100, par exemple 110, ce sont des marées qui sont très importantes. Donc, ça veut dire que la haute mer sera très haute et la basse mer sera très basse. Et par contre, quand vous êtes sur des coefficients de, par exemple, 50, 60, il y a très peu d'amplitude. Donc, la haute mer sera par là et puis la basse mer sera par là. Donc, ici, on a pris une valeur moyenne entre la plus forte haute mer et la plus basse, enfin, la plus faible des hautes mers, et pareil pour les basses mers. Donc, ici, on a la haute mer moyenne et la basse mer moyenne. Ça nous définit du coup deux zones, deux points. Et toute cette zone où la marée en fait va en gros agir, où on va avoir, c'est une zone de balancement de l'eau, de balancement des marées. Et c'est en fait ce qu'on appelle du coup la plage et l'estran, autrement dit le foreshore. Donc intertidal, ça veut dire qu'on est dans la zone de balancement des marées. Donc c'est là en fait où vous posez votre serviette. C'est là où justement il va y avoir des marées. Au-dessus, quand je suis au-dessus, donc au-dessus du niveau moyen des hautes mers, ça veut dire une zone qui ne peut être que envahie que quand on a de très très fortes marées. Et c'est ce qu'on appelle du coup l'arrière-plage, le backshore. Et puis, donc, on dit du coup supratidal, au-dessus des marées. Alors, c'est pas tout à fait vrai. Pour les marées d'équinoxe qui sont les plus fortes, on pourra avoir de l'eau qui peut venir comme ça sporadiquement, quelques fois dans l'année, venir ici. Et puis après, on a la dune. Souvent, on a des dunes de sable qui sont ici et qui sont souvent associées en fait au vent. En dessous de la basse mer des moyennes, on a ce qu'on appelle la zone infratidale et ça va correspondre du coup à l'avant-plage ou shore face. Alors vous avez vu que arrière et avant, en fait, c'est par rapport à l'océan, c'est pas par rapport à la terre. Et du coup, cette avant-plage, ça va aller jusqu'à la limite d'action des vagues. Alors, les vagues, ils vous ont fait un petit schéma avec un cercle, tout simplement parce que les vagues, en fait, ça correspond en fait à une mécanique ondulatoire des molécules d'eau. C'est-à-dire qu'une molécule d'eau, en gros, quand je vais vous poster tout à l'heure une petite vidéo pour vous expliquer du coup comment ça fonctionne, mais en gros, une molécule d'eau, elle va rester sur place, enfin, elle va en gros faire un mouvement comme ça ondulatoire, un cercle, d'accord? Et du coup, ça va générer cette déformation à la surface
qui est du coup la vague. Alors, la vague, eh ben, elle a en gros, si je prends entre deux points hauts, à un instant T, si je prends entre deux crêtes de vague ou deux points bas de vague, j'obtiens une longueur d'onde. Et ben, en fait, il faut savoir que cette longueur d'onde, on la retrouve du coup ici. Et en fait, la limite d'action des vagues de beau temps, hein, donc des vagues communes, des vagues normales, et ben, elle va s'arrêter à L divisé par 2. C'est-à-dire que quand je suis dans une bathymétrie à inférieure à, enfin, qui est plus importante que L sur 2, et ben, la vague n'agit plus, hein, elle ne brasse plus, elle ne crée plus de mouvement. Hein, donc là, on a une limite d'action des vagues de beau temps, hein, qui est ici. Alors, ça varie un peu, mais on peut retenir par exemple 10 mètres. Et ben, cette limite-là va nous définir du coup la limite du coup vers l'océan de l'avant-plage. Alors, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que toute cette zone-là, hein, notamment l'avant-plage et la plage et l'estran, eh ben, ce sont des zones qui vont être, donc le foreshore et le shore face, ce sont des zones qui vont être très soumises en fait à du brassage. Hein. Ce sont des zones qui sont très énergétiques. Hein. Il va y avoir un brassage permanent, hein, par les vagues, par la houle, mais aussi par les marées, hein, voire parfois même des courants, hein, marins. Et tout ça, bah, ça remet en suspension en permanence du coup les sédiments, ça crée des chocs. Et du coup, les minéraux qui sont enfin, qui sont les moins résistants, par exemple comme les feldspaths, et ben, ils vont s'entrechoquer, ils vont finir par être réduits, hein, complètement fragmentés. Alors, va rester du coup que les minéraux les plus résistants, comme par exemple le quartz. Et vous comprenez du coup bah, pourquoi quand vous êtes au niveau du littoral, le sable, eh ben, c'est un sable qui est essentiellement fait de grains de quartz. Hein, c'est un sable quartzeux. Autre chose, comme il y a comme ça une dynamique, comme il y a un brassage en permanence, hein, hein, vous avez qu'à regarder au niveau de la plage avec les vagues qui brassent, hein, tout le temps, et ben, comme c'est un milieu qui du coup va avoir une certaine énergie, et ben, les particules les plus fines, elles ne pourront pas se déposer. C'est-à-dire que les argiles, voire même les siltes, ce sera compliqué pour qu'ils se déposent, hein, puisque le milieu est trop énergétique. Donc, ça veut dire qu'ils vont être embarqués plus vers le large. Hein. Et donc, du coup, bah, on comprend pourquoi au niveau de notre littoral, là, en fait, on va avoir un dépôt essentiellement de sable ou de galets, mais pas d'argile ou de silt, hein, les particules les plus fines. Et quand on regarde ce sable, eh ben, c'est pas du sable constitué de mica, c'est pas des sables constitués de feldspath, c'est des sables constitués de quartz. Hein. Donc, il y a un tri à la fois granulométrique. Hein. On n'aura que les particules qui feront plus de 62,5 micromètres qui se déposeront dans cette zone-là, autrement dit des sables ou des galets. Hein. Alors, pourquoi pas des graviers? Bah, parce qu'en fait, là, on a eu un transport qui a été très, très long. Donc, les graviers qui sont anguleux, bah, ils se sont arrondis, ils se sont émoussés. Hein, ils sont devenus du coup des galets. Hein. Et puis, d'un point de vue minéralogique, eh ben, ces sables, ce sont des sables de quartz et non pas tous les autres minéraux plus fragiles ont été détruits, hein, ont été fragmentés et détruits. Est-ce qu'il y a des questions sur ça pour l'instant? Pas de questions. Alors du coup, dans cette zone, hein, qui est le milieu littoral, hein, donc dans ces zones-là, eh ben, on va y trouver du coup de nouveau des figures sédimentaires. Hein, mais alors, bien évidemment, au niveau des zones qui sont ennoyées, hein, soit en permanence, hein, comme le shore face. Alors, quand je dis en permanence, c'est sauf pour les marées descendantes des plus fortes marées. Hein. Aux marées d'équinoxe, bah, la mer elle va pouvoir descendre un peu plus bas que cette limite-là. Et du coup, il y a une partie du shore face qui peut être émergée, mais c'est pas du tout, enfin, ça représente que quelques fois dans l'année, hein, aux marées d'équinoxe les plus fortes. Alors, justement, au niveau du coup de l'avant-plage
et de la plage et de l'estran, de l'estran et de la plage, plutôt si je vais dans l'ordre, et ben, du shore face en fait et du foreshore, et ben, je vais me retrouver du coup avec une zone qui va être soumise notamment à des courants marins, qui sont du coup des courants unidirectionnels. Et du coup, on va retrouver tout ce qu'on avait vu, les figures sédimentaires qu'on avait vues, qu'on avait vu hier avec le diagramme de Allen, c'est-à-dire, je ne le reprends pas, mais tout celui-là, donc avec des plans parallèles, avec des rides et des mégarides, avec alors des antidunes si on est dans des chenaux de marée. Donc si je reviens, hop, voilà. Par contre, ce que je vais avoir une autre zone. Donc là, on était du coup sur le diagramme de Allen. J'essaie de me retrouver, voilà. Mais donc ça, c'était pour des courants marins, des courants unidirectionnels. Par contre, vous avez aussi l'effet des vagues. Et les vagues, en fait, eux, ça va être un courant qui va donner des rides un peu spéciales, des rides qui vont être symétriques, ce qu'on appelle les rides de vagues, à opposer des rides de courant. Donc là, regardez sur cette diapositive-là, vous avez en fait une coupe de ces rides qu'on a vues. Là, les rides qui sont asymétriques. Là, vous avez effectivement la crête ici, le point le plus bas qu'ils vont appeler dépression, avec L et H. Donc, je vous rappelle que selon si L et H sont, alors si L est supérieur à 60 cm et H est supérieur à 6 cm, c'est une mégaride. Si c'est inférieur, c'est une ride. Et on voit l'asymétrie, puisqu'on a ici un flanc qui est beaucoup plus abrupt et d'ailleurs beaucoup plus court, c'est le flanc de sédimentation, alors qu'ici on a un flanc qui est beaucoup moins penché, avec une pente plus douce, mais beaucoup plus important en termes de distance, de surface, si je raisonne en 3D, et c'est le flanc de sédimentation. Et je vous rappelle que les particules qui sont ici, finissent par arriver là, et ça crée du coup des lamines à l'intérieur. Donc là, on retrouve notre idée de courant. Donc là, ça veut dire que mon courant, effectivement, il est bien dans ce sens-là, puisque c'est toujours du flanc doux d'érosion vers le flanc abrupt de sédimentation. Si je regarde la coupe de mes rides de vagues, et là, en fait, vous voyez bien que mes flancs, en fait, ils sont globalement symétriques, c'est-à-dire que j'ai quasiment un axe de symétrie. Tout simplement, ça correspond au frottement des molécules d'eau qui sont en rotation comme ça à cause de la vague, et qui créent du coup ces creux ici, et ces creux de façon symétrique. Donc, une ride qui est symétrique, c'est une ride de vague. Une ride qui est asymétrique, donc ça veut dire que vous êtes forcément là où il y a des vagues. Donc, ça veut dire, si on reprend, ça va correspondre du coup au shore face ou au foreshore. Donc, là où on agissent du coup les vagues, et notamment les vagues de beau temps. Et par contre, si vous avez des rides qui sont asymétriques, c'est soit vous êtes dans un courant, soit un courant marin. Alors là, le courant marin, il peut agir partout. Ou alors, vous êtes dans un courant fluviatile, et là, vous êtes non pas en milieu marin, mais en milieu continental. Alors là, vous avez des définitions avec des rapports. Si vous faites L sur H et que c'est entre un peu moins de 5 ou un peu plus de 15, donc en gros, s'il y a soit un très petit rapport ou un très fort rapport, c'est une ride de courant. Et si on est dans quelque chose qui tourne autour d'un peu moins, compris entre un peu moins de 5 ou 8 ou 8 ou 10, c'est du coup une ride de vague. Bon, ce sont des définitions un peu compliquées, vous retenez surtout asymétrie ou symétrie. Alors, les voici, regardez en bloc 3D. Donc là, regardez, si vous regardez la coupe ici, on voit bien, regardez que les structures, elles sont symétriques. Ici, on a des crêtes d'ailleurs qui sont rectilignes. Et du coup, on obtient une stratification, une stratification entrecroisée. Et regardez, on voit de nouveau que entre deux strates, parfois on a des recoupements. Ça veut dire qu'on va pouvoir on aura des indices de polarité. C'est-à-dire que là,
vous voyez bien que cette strate qui est ici, elle a recoupé les strates qui sont en dessous. Donc, ça veut dire que cette strate-là, elle s'est déposée après les strates d'en dessous. Donc, on est bien dans la bonne polarité, entre guillemets. On est ici dans une série qui est normale. C'est-à-dire que cette strate-là s'est déposée avant celle-ci, puis après il y a eu celle-ci, puis après il y a eu celle-ci, puis après il y a eu celle-ci. Et la dernière, d'ailleurs, qui s'est déposée, c'est celle-là, puisqu'elle recoupe, du coup, les autres. Et donc, on voit les lamines, on voit qu'ils sont marqués par les traits fins. Les traits épais, c'est S0, la stratification, et on obtient ce qu'on appelle une stratification entrecroisée. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur ça, sur ces rites de vagues? Pas de questions? Alors, dans cette zone qui est le foreshore, qui est en gros soumis à, à le comment, à le, à, je vais y arriver, au marais, excusez-moi, à marée descendante, hein, par exemple ici vous avez la baie du Mont-Saint-Michel, vous voyez bien que cette baie elle est parcourue par des chenaux, hein, c'est ce qu'on appelle du coup des chenaux de marée, hein. Donc ici les gens sont en train de marcher dans ces chenaux de marée, hein, et dans ces chenaux de marée, on va avoir l'influence particulière de la marée, hein. Donc là on avait vu l'influence de la houle, des vagues. Et alors, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner une stratification un peu particulière qu'on appelle en arête de poisson. Donc, si vous regardez, en fait, vous avez des couches. Vous les voyez, ces couches? Donc, on a une première couche là. On en a une deuxième qui est ici. Une troisième, une quatrième, une cinquième, une sixième, une septième, et ainsi de suite. Et en fait, si vous regardez globalement, vous avez des lamines. Elles sont dans un sens, puis la couche, elles sont dans l'autre sens, et là, elles sont dans un autre sens. Enfin, régulièrement comme ça, on va avoir des inversions, hein, on a des inversions de lamines. Ça indique que tout simplement, on a une inversion du courant régulier, hein, ça va correspondre dans ces chenaux. Par exemple, là, alors si on imagine que c'est la marée qui est en train de descendre, le courant sera vers l'océan. Et puis, quand la marée va monter, hein, dans la baie, le courant va s'inverser, hein, et va aller dans le sens vers la terre alors qu'il était vers la mer. Et en fait, ça va créer des dépôts qui vont avoir des inversions des lamines. Et c'est ce qu'on appelle un dépôt en arête de poisson. Ça correspond en fait à l'inversion des marées entre le flot, hein, c'est ce qu'on appelle la marée montante, hein, où le courant va vers la terre, hein, et le jusant, qui est la marée descendante, où le courant va vers l'océan. Et donc, cette influence des marées, elle est très présente dans les chenaux de marée et elle donne du coup cette stratification particulière qu'on appelle en arête de poisson. Alors, pourquoi en arête de poisson? Parce que quand vous enlevez par exemple les filets d'une sardine, si vous avez déjà regardé au niveau de la colonne vertébrale, vous avez des prolongements de la colonne qu'on appelle du coup des arêtes, hein, qui vont dans un sens puis dans l'autre. Ça donne des structures un peu en chevron comme ça. Ou là, toc. Est-ce qu'il y a des questions sur cette stratification en arête de poisson? Et enfin, dernière chose, au niveau de mon littoral, en fait, j'ai des animaux qui y vivent et qui vont créer des bioturbations, c'est-à-dire turbation, ça veut dire qu'on va bouger le sédiment, hein. Alors en fait, ces animaux, ils creusent des terriers dans lesquels ils vivent, hein, par exemple comme le ver Arénicole marina, hein. Alors, vous avez peut-être déjà vu, bien évidemment, tous, hein, des espèces de petits comme ça turritules, hein, de petits boudins de sédiments là qui sont au sommet. C'est le ver c'est les déjections du ver en fin de compte, hein. Et donc, en fait, ici, on a du coup des terriers d'arénicole. Et ici, c'est un terrier qui doit être un terrier en U, hein. C'est-à-dire qu'en gros, en dessous, vous auriez un U avec deux orifices. Et là
En gros, c'est la tête du ver qui sort et qui expose ses branchies quand la mer est haute, hein, bien évidemment. Et là, c'est l'autre côté, donc l'arrière avec l'anus. Et il y a une déjection, hein, qui se fait là. Donc, ces bioturbations, donc ces espèces de terriers, alors ça peut être des terriers dans lesquels il vit, mais ça peut être aussi ces bioturbations des animaux qui viennent remuer le sédiment à la surface. Alors, soit pour tout simplement bouger, hein, ce sont des pistes de locomotion, soit pour en fait venir se nourrir. Hein, donc, ils broutent entre guillemets le sédiment, hein, de façon à récupérer du coup les bactéries ou les algues qui sont dans ce sédiment et se nourrir. Et tout ça, ça va nous donner du coup des terriers, des pistes qui peuvent être fossilisés aussi. Et on va obtenir du coup ce qu'on appelle des ichnofossiles. Un ichnofossile, c'est pas un fossile, parce que le fossile, c'est la conservation d'un être vivant. C'est la conservation, là, cette fois-ci, d'une trace d'être vivant. Hein, donc un terrier, une piste de locomotion, une piste de nutrition. Alors par exemple ici, vous voyez que on a une couche sédimentaire et puis on voit très bien qu'il y a comme des choses qui ont été creusées. On voit bien que le sédiment il a un aspect un peu particulier et même parfois on arrive à deviner du coup les U. Hein, ce sont des terriers en U. Alors après il y a écrit le mot faciès de scolitose. Alors qu'est-ce que c'est? En fait les animaux qui vivent, hein, si je reprends ici ma coupe de ma marge passive, les animaux qui vivent en haut du plateau continental, en bas du plateau continental, au niveau du talus ou au niveau des plaines abyssales, ce ne sont pas les mêmes. Et donc, comme ce ne sont pas les mêmes, ils ne donnent pas les mêmes traces fossiles. On n'aura pas tout à fait les mêmes terriers, on n'aura pas les mêmes pistes. Et du coup, on peut, par le principe d'actualisme, on peut se dire, voilà, si mes organismes qui font des terriers en U, actuellement, ils vivent plutôt sur les littoraux, c'est que si je rencontre du coup des terriers en U dans les fossiles, sous forme de fossiles dans des roches sédimentaires, c'est que par le principe d'actualisme, c'est que du coup, il s'agit sûrement d'une plage, hein, en tout cas d'une ancienne plage, d'un dépôt de plage. Hein, donc ici, quand on a des terriers en U, hein, on parle plutôt du coup, c'est ce qu'on appelle le faciès scolitos. Hein, c'est pour le littoral. Mais on aura d'autres faciès pour le offshore, pour la pente continentale, autrement dit le talus, et pour les plaines abyssales. Hein, donc vous voyez bien que les U, hein, alors, en fait, c'est assez intéressant parce que, en fait, il y a des animaux qui ont une dynamique qui vont vers l'enfoncement, hein, et d'autres animaux qui construisent un U très profond et qui ensuite vont vers la surface. Hein. Là, par exemple, vous voyez bien que quand vous êtes dans le plateau continental, vous aurez des terriers en U, mais pas verticaux, mais horizontaux. Là, par contre, vous aurez des espèces de nappages, hein, et ainsi de suite. Donc, bon, les spécialistes, hein, arrivent à reconnaître du coup dans ces ichnofossiles, donc les fossiles de bioturbation, les différents types de terriers ou de pistes que peuvent faire les animaux actuels. Alors, suspentivore et limnivore, qu'est-ce que c'est? Suspentivore, en fait, ça veut dire en gros que l'animal, il déploie une sorte des tentacules et il va filtrer, hein, l'eau. Hein, donc, il est très tributaire des courants. Alors que limnivore, ça veut dire qu'en fait, l'animal, il vient brouter, hein, il vient se déplacer dans le sédiment et il broute ce sédiment à la recherche il exploite, à la recherche du coup de sa nourriture. Au passage, vous avez peut-être déjà vu des bigorneaux dans des flaques. Hein, on voit les pistes de broutage des bigorneaux dans la flaque. Hein, je pourrais vous poster aussi une petite image pour vous montrer ça. Ça, c'est un régime limnivore. Donc voilà. Donc dans mon milieu marin, au niveau de mon littoral,
j'ai des marqueurs. J'ai des marqueurs notamment si je trouve des rides de vagues, si je trouve de la stratification entrecroisée, si je trouve de la stratification en arête de poisson, bah, tout ça. Donc, rides de vagues et stratification entrecroisée, ça veut dire que je suis dans un milieu qui est soumis à des vagues, donc je suis effectivement au milieu littoral, hein, plus exactement au niveau, hein, pour avoir des vagues au niveau du coup de la plage de l'Estran et de l'avant-plage, hein, shore face et foreshore. Si je trouve des ichnofossiles avec des terriers en U, et donc du faciès qu'on appelle de l'ichnofaciès colitos, hein, de ce type-là, et ben, c'est aussi des marqueurs de milieux littoraux, hein. Donc de plage, d'avant-plage, d'estran aussi. Est-ce qu'il y a des questions sur ça? On va passer du coup au milieu marin profond. Donc là, le milieu marin profond, ben, on va s'éloigner, hein. Et donc, on va commencer d'abord par la plateforme, hein. Donc, je vous rappelle que du coup, vous avez la plateforme qu'on appelle aussi. Alors, ce qui est compliqué, c'est que les géologues, ils ont toujours plein de mots synonymes. Donc, quand on parle de plateforme continentale, de plateau continental, d'offshore ou de large, tout ça, ça veut dire la même chose, hein. Ça désigne cette zone-là, hein, qui est une zone peu pentée, hein, globalement plate, qui est dans la continuité de la plaine continentale, hein, qui est émergée, et qui va aller jusqu'à la rupture de pente, qui est le talus, hein, et qui est par contre, elle, sous l'eau, hein. Donc ce plateau continental, hein, qu'on appelle aussi le large ou l'offshore, eh ben, il fait autour d'une centaine de kilomètres, hein, de large, voire parfois un peu plus, plusieurs centaines de kilomètres de large, et on va aller jusqu'à une bathymétrie de 200 mètres de profondeur, hein. Donc c'est une pente qui est très faible. Et ben, dans cette zone-là, hein, dans ce qu'on appelle du coup l'offshore, le large, le plateau continental, et ben, on va créer une limite entre du coup un offshore ou large supérieur et un offshore ou large inférieur. Et cette limite, et ben, ça va être l'action des vagues de tempête. Donc dans les vagues de tempête, et ben, les vagues seront beaucoup plus grandes. Ça veut dire qu'elle va être beaucoup, puisque les vagues sont plus hautes, plus et du coup, bah, ces vagues, elles vont pouvoir agir à des profondeurs, elles vont pouvoir avoir une action de brassage à des profondeurs qui vont être beaucoup plus importantes que quand on est dans une mer de beau temps, hein, en temps normal. Et du coup, elles peuvent parfois agir jusqu'à 100 mètres de profondeur, hein. Et du coup, bah, toute cette zone-là, bah, c'est une zone qui est très calme d'habitude, sauf quand on est en tempête. Et on va appeler ça du coup le large supérieur ou l'offshore supérieur ou la plateforme continentale supérieure ou le plateau continental supérieur. Alors, qu'est-ce qui va s'y déposer ici? Bah, en temps normal, quand on est dans des conditions qui ne sont pas des tempêtes, bah, le milieu il est très calme. Donc, du coup, peuvent se déposer les siltes et les argiles qui n'ont pas pu se déposer ici parce que ici, c'est tout le temps agité par les marées, par les vagues. Et ben, du coup, on a des dépôts de silt et d'argile, donc des sédiments qui sont très fins. Et puis, régulièrement, il y a des tempêtes. Et à ce moment-là, les tempêtes, comme ça va brasser, ça va empêcher les siltes et les argiles de se déposer. Et ça va même embarquer des sables qui vont venir du coup se déposer, qui vont être capables de se déposer dans cette zone-là. Donc, du coup, dans cette zone-là, on va avoir une alternance d'argile, silt, donc de sédiments fins, puis ensuite des sables, puis ensuite de nouveau des argiles, des sédiments fins, puis des sables, et ainsi de suite. Hein, on a comme ça une alternance d'argile, une alternance de silt et de silt et d'argile et des sables qui correspond en fait à l'alternance entre des périodes de beau temps, hein, alors c'est plutôt le printemps et l'été en gros, et des périodes où on a des tempêtes. Ça correspond à des dépôts plutôt du coup d'hiver et d'automne, hein, qui sont le moment où on a des tempêtes. Alors, ça va donner aussi, comme on va avoir des sables, on va pouvoir faire des rides, hein, et du coup, on va obtenir des rides qui vont avoir un aspect un peu particulier, hein. Elles vont faire en fait ici comme des petits monticules.
en fait comme des seins, d'où le terme de mamelon, hein, des mamelons, hein, de poitrine, hein. Et du coup, ces rites de vagues un peu particulières, ce sont des vagues de tempête, et ben, elles donneront une stratification un peu particulière, un peu compliquée à reconnaître, qui est la stratification en mamelon. Donc, si donc on voit bien que c'est aussi, comme tout à l'heure, des rides de vagues effectivement qui sont symétriques, hein. Regardez, il y a bien une symétrie. Par contre, vous voyez bien que en fait, il y a une zone qui est plus plate et on a au milieu, comme un petit monticule, comme un petit peu le mamelon d'un sein qui est au milieu, voilà, d'une zone d'aspect un peu différent, hein. Donc cette stratification, bah, elle est caractéristique au dépôt de tempête, hein, qu'on appelle d'ailleurs les tempestites, et qu'on va trouver du coup sur le large, au niveau du large supérieur, l'offshore supérieur. On trouve aussi bah, des animaux qui vivent dans cette zone-là, hein, et dans cette zone-là, au niveau du coup de cette offshore, hein, alors là, c'est pas caractéristique de l'offshore supérieur, hein, mais de tout l'offshore, donc ça veut dire que c'est là et ici, hein, donc dans toute la plateforme continentale, eh ben, on va trouver des animaux qui vont faire des terriers, mais plutôt cette fois-ci horizontaux que verticaux, hein, c'est ce qu'on appelle le facies cruziana, hein. Donc voilà quelques exemples. Donc là, en fait, vous êtes, c'est pas une coupe, hein, vous n'êtes pas dans la strate, vous êtes sur le plan de stratification, c'est-à-dire que vous voyez au-dessus de la strate et vous voyez eh ben, que vous avez des animaux qui ont creusé des tunnels à l'horizontale, parce que là, le plan que vous avez là, c'est le plan de stratification. Donc en gros, en fait, vous êtes ici, c'est comme si vous observiez par le dessus, d'accord? Donc imaginez que j'enlève cette strate-là, j'obtiens du coup une surface plane qui est du coup le plan de stratification, et quand je regarde, bah, j'observe ceci, hein. Donc je ne suis pas en coupe, hein, je ne suis pas ici, hein, comme tout à l'heure, hein. Tout à l'heure, quand je vous ai montré ça, bah là, en fait, là, vous avez un plan de stratification et vous devez en avoir un autre qui va être plus loin, plus loin. Donc ici, hein, j'étais sur ce plan-là, hein, donc en coupe, alors qu'ici, je suis au-dessus. D'accord? J'observe depuis le dessus. Donc on imagine, j'enlève cette strate-là et j'observe du coup le plan de stratification, hein, et non pas une ligne, une ligne de stratification due à une coupe, hein. Et du coup, bah, je vois que j'ai un animal qui a creusé comme ça, qui a creusé des galeries horizontales. Je suis dans le facies du coup cruziana. Ça veut dire que ces sédiments qui se sont déposés là, hein, qui ont l'air plutôt être d'un ancien sable, hein, puisqu'on a l'impression de voir quand même des grains, hein. Donc ce serait du coup un grès. Et bah, ce serait un grès qui se serait déposé du coup au niveau de l'offshore, hein, du large. Et d'ailleurs, si je veux avoir du sable dans l'offshore, eh ben, j'ai pas d'autre choix. Il faut que je sois dans l'offshore supérieur. Donc, ça doit correspondre à un dépôt de sable au moment d'une tempête. Donc, ici, est-ce qu'il y a des questions sur cet offshore, sur ce plateau continental? Et avant-dernière zone plutôt, on va du coup maintenant parler de la pente, hein, qui est constituée du talus et puis ensuite du glacis. Alors le talus, bah, c'est quand la zone elle est vraiment la plus pentée, hein. On arrive jusqu'à 5% de pente, hein. On descend jusqu'à 3000 mètres de profondeur. Donc on voit bien que là on a vraiment une pente qui est très dure, alors que le glacis, on voit bien que la pente elle diminue progressivement et elle va redevenir très faible quand on sera dans la plaine abyssale, hein. Donc le glacis, c'est la zone de transition où la pente s'adoucit, hein, entre du coup la pente ou la zone où on a la pente la plus élevée qui est le talus, et on va revenir à une pente très douce au niveau de la plaine abyssale. Alors qu'est-ce qui s'y passe dans cette zone-là? Eh ben, en fait ici, là on vous a pas représenté sur le schéma, mais là il y a un fleuve qui arrive et qui dépose du coup des sédiments. Et vous vous doutez bien que quand les sédiments se déposent là, et ben, à un moment donné, ils sont au bord d'un précipice, entre guillemets. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont pouvoir, à cause de l'accumulation des sédiments, il va se créer une instabilité gravitaire qui va conduire à des glissements de terrain qui vont venir, du coup, déposer les sédiments en bas de la pente.
Et ces glissements de terrain, ils vont créer du coup des entailles dans le talus qui s'appellent du coup des canyons. Des canyons. Donc généralement, pour créer du coup ces canyons, il faut accumuler du sédiment pour créer de l'instabilité. Et donc du coup, en général, en fait, juste en face ici, on a un fleuve qui apporte justement ces sédiments. Donc le fleuve apporte les sédiments s'accumulent dans cette zone-là, ça crée de l'instabilité, et puis à un moment donné, quand c'est tellement instable, ça glisse, hein, et ça crée du coup des courants sous-marins, hein, des glissements de terrain sous-marins, hein, et qui vont créer du coup des dépôts, hein, qu'on va appeler des deep sea fines, hein, des éventails sous-marins. Ce qui peut créer aussi la déstabilisation de ces sédiments, c'est parfois la présence de séismes. Donc, quand on a des zones sismiques, on peut favoriser ces glissements de terrain qui créent du coup les canyons. Alors, ces courants, en fait, ça va s'appeler des turbidites, hein. C'est-à-dire qu'en gros, ici, je suis au niveau de la plateforme, ici, je suis au niveau du talus, de la pente, et ici, je suis au niveau de la plaine abyssale. Des sédiments qui se sont déposés ici vont glisser, hein. Donc, au début, on va avoir un écoulement laminaire, c'est-à-dire que ça va glisser en un seul bloc, et puis très rapidement, on va avoir un écoulement plus turbulent, et ça va créer du coup une agitation, hein, qu'on appelle donc une eau qui va être turbide, hein, ça veut dire trouble, et on obtient du coup un écoulement, ce qu'on appelle une turbidite. Donc ces sédiments, ils ont été remis en suspension, hein, et ils vont se déposer. Ils vont se redéposer, hein, quand le niveau va être plus calme. Et du coup, ils vont se déposer selon un ordre, hein, bien évidemment. C'est-à-dire que quand j'ai embarqué parfois des gros morceaux, hein, et du coup, ce qui va se passer, c'est que les sédiments qui vont être capables de se déposer au tout début, ça va être des sédiments grossiers. Et plus le temps va se passer, plus le courant, l'énergie va diminuer, et plus je vais pouvoir déposer des sédiments fins. Donc, je me retrouve du coup à déposer au début des sables grossiers, hein. Donc, ce sont qui vont constituer du coup l'horizon A, hein. Et puis dans ce banc de sable grossier, je vais pouvoir y voir des figures qu'on a vues comme des flucastes, comme des toolcasts. On va pouvoir voir des ichnofossiles du faciès scolitos, hein. Donc le faciès scolitos, c'est le faciès des plaines abyssales, hein. On va pouvoir voir aussi, le courant va pouvoir être très fort, et on peut même voir parfois des laminations d'antidules. Puis après, quand l'énergie a un peu diminué, hein, tout ce bouillonnement s'est un tout petit peu calmé, on va déposer à ce moment-là des sables plus fins, hein, et on va passer dans des lamines, une lamination de plans parallèles, hein. Donc on est en niveau B, hein. Puis ensuite, on va avoir des dépôts encore plus fins de sédiments, de sable encore plus fins, hein, avec des laminations entrecroisées dues à des rides de courant, hein. Et on va aussi avoir des convolutes. Alors les convolutes, c'est en fait quand on appuie sur le sédiment, parfois il y a de l'eau qui va s'échapper et qui va créer des petits remous, hein. Bon, ça c'est plus anecdotique. Et puis enfin, quand je vais encore calmer le jeu, je vais obtenir du coup la décantation des siltes, donc des particules les plus fines, ça va donner le niveau B. Et enfin, je vais obtenir du coup la décantation à la fin, quand le milieu sera revenu très très calme, ce seront les argiles qui vont se déposer, hein. Et on obtiendra du coup le niveau E avec du coup des argiles les particules les plus fines qui se sont déposées. À la base de tout ça, j'ai une surface qui a été érodée, tout simplement parce que quand le courant est arrivé, hein, très fortement, il est venu éroder une partie. Donc, j'ai ce qu'on appelle un niveau de base, qui est en fait une surface d'érosion. Et puis, vous voyez bien que là, j'ai fait le dépôt d'une turbidite, c'est-à-dire qui correspond à un glissement de terrain. Et puis, il y aura un nouveau glissement de terrain qui va venir et qui va redéposer du coup la même séquence, et ainsi de suite. Donc, on va comme ça superposer du coup les séquences, et ça s'appelle des séquences de Bouma, hein, puisqu'elles ont été décrites là-bas. Donc, voilà une séquence de Bouma trouvée par exemple en Allemagne, hein, et donc on se retrouve avec
toutes ces différents niveaux, hein, le niveau A, le niveau B, le niveau C, le niveau D, le niveau E. Donc des sables grossiers, des sables plus fins, des sables encore plus fins, des siltes et des argiles. Hein, avec ici, on arrive un petit peu à diviner les lamines, hein, qui sont entrecroisées, alors que là, les lamines sont plates. Hein. D'ailleurs, au passage, vous voyez bien que dans ce que j'ai raconté, j'ai dit une lamination d'antidune, puis des lamines de plans plats, puis ensuite des rides de courant. Hein. On retrouve en fait ce qu'on avait vu ici avec le diagramme de Allen. Hein. On voit bien que si je descends comme ça, et ben, pour des courants, quand le courant de turbidité est encore fort, ben, je vais former effectivement de la lamine d'antidune. Puis quand il baisse, je vais former de la lamine de plan parallèle. Puis quand il baisse encore, je vais former de la lamine de ride. D'accord? Donc c'est bien cohérent avec notre histoire. Est-ce qu'il y a des questions sur cette notion de turbidite, qui est une notion pas facile? Ça va? Alors, donc voilà, oui. Et puis, bien évidemment, ben voilà, dans cette plaine abyssale, j'ai des animaux qui y vivent. Hein. Ces courants de turbidité, ils sont périodiques. Hein. C'est pas en permanence, c'est pas tous les jours. Donc du coup, ce milieu, il est quand même vivable. Enfin, il est habitable par des animaux. Et ces animaux, ils font des grandes pistes de nutrition à l'horizontale. Ils broutent littéralement de grandes surfaces de sédiments pour récupérer du coup leur nourriture. Hein, et du coup, on appelle ça le faciès nerites. Je suis passé à côté d'un faciès qui est le faciès zoophicos, qui est le faciès en fait de la pente. Hein, ce sont les ichnofossiles caractéristiques de la. Euh, je crois, oui. Alors, je vais essayer de rattraper un tout petit peu le temps. Est-ce que vous voulez, ouais, quoique. Ce que je vais faire, tant pis, on va avoir un petit décalage, mais c'est pas très grave. Est-ce qu'il y a des questions d'abord sur ce cours, sur cette sédimentation détritique? Pas de questions? Alors, j'ai pas trop le temps là en ce moment, mais à la fin, enfin en tout cas, je vous proposerai à un moment donné un diaporama avec des photos, hein, où il faudra peut-être les interpréter. Hein, donc des photos de roches, des photos d'affleurements, de strates, donc vous devrez reconnaître s'il s'agit d'une ride, d'une stratification, d'un faciès, d'un ichnofossile de tel faciès et ainsi de suite, d'accord? Donc on fera un petit peu de la reconnaissance de ce qu'on appelle de la diagnose. Hein, donc vous devrez décrire, donner les observations, puis ensuite donner un nom et conduire à une interprétation. Donc, ça veut dire que mon milieu de sédimentation, c'est l'offshore supérieur, c'est un cours d'eau, c'est un lac, etc., etc. Donc, je vous proposerai ça peut-être dans la dernière semaine, hein, pour vous entraîner justement sur cette sédimentation. Là, ce que j'aimerais revenir rapidement, c'est sur le DS, parce que j'ai des questions. Et j'ai des questions et je vois bien que c'est tout le temps les mêmes questions, donc ça veut dire qu'il y a des choses qui ne sont pas passées. Je change du coup de diaporama. Hein, je reprends